Ma femme a secrètement accepté un emploi dans un autre état sans m'en parler et m'a laissé seule avec nos jumeaux de 8 ans. Influencée par ses amis intéressés, elle a demandé le divorce, et maintenant elle réalise qu'elle a commis la plus grande erreur de sa vie. Elle est rentrée à la maison, m'a tendu les papiers du divorce, et a agi comme si je devais comprendre. Comme si tout ça était évident. Pendant des mois, j'ai essayé de recoller les morceaux, m'occuper des jumeaux, de mon père malade, de ma propre santé mentale. Mais maintenant elle veut revenir. Elle dit qu'elle regrette, qu'elle s'est trompée, qu'elle a été influencée. Sauf qu'il y a quelque chose qu'elle ne sait pas, et il est peut-être déjà trop tard pour le découvrir. Ces derniers mois ont été parmi les plus difficiles de ma vie, et honnêtement, je ne sais plus vers qui me tourner. Ma femme, Stéphanie, 42 ans, et moi, 44 ans, sommes mariés depuis 10 ans, ensemble depuis 12. Nous avons des jumeaux de 8 ans, qui ont toujours été le centre de notre monde, ou du moins, je croyais qu'ils étaient le centre de notre monde à tous les deux. Il y a environ un an, mon père a été diagnostiqué avec une leucémie de stade 3. C'était totalement inattendu, un jour il jouait avec les enfants dans le jardin, et le lendemain, il était hospitalisé, les médecins nous disant qu'il ne lui restait peut-être plus beaucoup de temps à vivre. Ce diagnostic a tout changé pour moi. Mes parents ont toujours été là pour moi, et maintenant, c'était à mon tour d'être là pour eux. Ma mère avait aussi besoin de soutien, elle était complètement dépassée en essayant de s'occuper de mon père tout en gérant la maison et les finances. Avant le diagnostic de mon père, Stéphanie et moi parlions parfois de déménager dans une plus grande ville, avec plus d'opportunités professionnelles. C'était un projet pour, un jour, jamais quelque chose de concret. Mais après que mon père soit tombé malade, j'ai été clair avec Stéphanie, je ne pouvais pas déménager. Pas avec mon père en train de se battre pour sa vie, et ma mère ayant tellement besoin de moi. Je devais être là pour eux. Je pensais qu'elle comprendrait. Au début, elle semblait comprendre. Elle me prenait dans ses bras quand je craquais après des visites particulièrement éprouvantes à l'hôpital. Elle s'occupait des enfants quand je devais accompagner mes parents à leurs rendez-vous médicaux. Mais au fil des semaines, puis des mois, elle a commencé à changer. Stéphanie a recommencé à parler de déménagement. Elle travaille dans le marketing, et elle sentait que sa carrière stagnait dans notre petite ville. Elle a commencé à m'envoyer des offres d'emploi dans d'autres villes, en parlant des opportunités qu'elle ratait. Je lui rappelais la situation de mon père, mais elle suggérait qu'il pourrait venir nous rendre visite complètement déconnecté de la réalité, alors qu'il s'affaiblissait de plus en plus à chaque séance de chimio. Nos conversations sont devenues des disputes. Et les disputes, des engueulades. On est passé de discussions calmes à des cris une fois les enfants endormis. Elle disait que j'étais trop sensible concernant la maladie de mon père. Je lui disais qu'elle était égoïste de ne pas en saisir la gravité. La tension à la maison était devenue insupportable. Puis, le mois dernier, je suis rentré d'une séance de chimio avec mon père et j'ai trouvé Stéphanie à la maison, sautant presque de joie. Elle avait une grande nouvelle, elle avait été embauchée comme directrice senior dans une agence de marketing, dans une autre ville, à 3 États d'ici. Le salaire était presque le double de ce qu'elle gagnait actuellement. Je l'ai félicitée, essayant de montrer un peu d'enthousiasme, mais ma tête tournait à 1000 à l'heure. Quand avait-elle postulé à ce poste? Pourquoi ne m'en avait-elle rien dit? On se disputait déjà à propos d'un éventuel déménagement, mais jamais je n'aurais imaginé qu'elle fasse ça dans mon dos. Je lui ai posé la question, en essayant de rester calme, mais elle s'est mise sur la défensive. Elle a dit qu'elle n'en avait pas parlé parce qu'elle ne pensait pas être prise. C'était un coup de poker. Elle ne s'attendait même pas à avoir une réponse, mais elle en a eu une. Et en plus, elle avait déjà accepté l'offre. La dispute qui a suivi, c'était au-delà de tout ce qu'on avait vécu pendant notre mariage. On a dit des choses qu'on ne pourrait jamais retirer. Je lui ai dit qu'elle m'avait trahi en prenant une décision aussi importante sans m'en parler. Elle m'a dit que je la retenais, qu'elle ne pouvait plus continuer à refuser des opportunités à cause des problèmes de ma famille. Les problèmes de ma famille. Voilà ce que mon père, mourant d'un cancer, était devenu pour elle, un problème. Ce soir-là, Stéphanie a fait sa valise et est partie chez ses parents. J'ai passé la nuit blanche, à me demander si c'était la fin de notre mariage. Le lendemain matin, les jumeaux m'ont demandé où était maman, et je n'ai pas su quoi leur répondre. 3 jours plus tard, Stéphanie est revenue. Et la seule raison pour laquelle elle est revenue, c'était à cause des enfants. Après qu'ils soient allés se coucher, nous nous sommes assis à la table de la cuisine pour parler. Nous avons admis que nous nous aimions encore,
mais le problème principal restait, elle ne voulait pas renoncer à son nouvel emploi, et moi, je ne pouvais pas abandonner mes parents en ce moment. Nous en sommes arrivés à ce qui semblait être le seul compromis possible. Stéphanie allait déménager et accepter son nouveau travail. Moi, je resterai avec les enfants et je continuerai à aider mes parents. Elle viendrait rendre visite aux enfants toutes les 2 semaines. Ce n'était pas l'idéal, mais ça paraissait être la seule alternative qui ne menait pas à un divorce immédiat. Le premier mois de notre mariage à distance a été difficile, mais gérable. Stéphanie arrivait tard le vendredi soir et repartait le dimanche soir. Les enfants étaient déboussolés, mais, comme beaucoup d'enfants, ils se sont adaptés. Je gérais tout, la parentalité à plein temps, mon travail, et le soutien à mes parents. J'étais épuisé, mais je tenais bon. Au 2e mois, les fissures ont commencé à apparaître. Les visites de Stéphanie devenaient de plus en plus courtes. Au lieu d'arriver le vendredi soir, elle ne venait plus que le samedi matin, prétextant des engagements professionnels. Nos appels devenaient de plus en plus rares. Et quand on se parlait, les conversations étaient tendues. Elle était distante, irritable, souvent même agressive, chipotant pour des choses insignifiantes. Je m'occupais des enfants, je préparais le dîner, je gérais tout, et elle ne prenait même pas la peine d'appeler pour savoir comment ils allaient. Au bout d'un moment, j'ai arrêté de l'appeler. J'ai attendu qu'elle prenne l'initiative. Parfois, plusieurs jours passaient sans qu'elle ne dise un mot. Les enfants l'ont remarqué et m'ont demandé pourquoi maman n'appelait plus. J'inventais des excuses, disant qu'elle était très occupée avec son nouveau travail, mais je voyais bien la tristesse dans leurs yeux. C'est alors qu'Amanda est entrée en scène. Amanda était une vieille amie de Stéphanie, elle avait même été l'une des demoiselles d'honneur à notre mariage. Je ne l'ai jamais beaucoup appréciée. Il y avait toujours quelque chose de bizarre chez elle que je n'arrivais pas à expliquer. Elle avait déjà été mariée et divorcée 3 fois, toujours avec des hommes riches, et elle semblait fière des pensions alimentaires et des accords de divorce qu'elle avait obtenus. Elle et Stéphanie étaient très proches autrefois, mais s'étaient éloignées quand Amanda avait déménagé dans un autre état. Ironie du sort, Amanda vivait justement dans l'état où Stéphanie venait de s'installer. Quand nous avons aidé Stéphanie à déménager, Amanda est venue donner un coup de main aussi. Et, pendant un moment, j'ai cru qu'elle avait peut-être changé. Mais je me trompais. Amanda est vite devenue la principale connexion sociale de Stéphanie dans cette nouvelle ville. Ça me dérangeait, mais j'ai gardé ça pour moi, on s'était déjà trop disputé. Lors d'un de nos appels, de plus en plus rares, Stéphanie m'a dit qu'Amanda lui avait présenté un groupe d'amis, toutes des mères célibataires vivant confortablement grâce aux pensions généreuses de leurs ex-maris. D'après la manière dont Stéphanie décrivait ces femmes, on aurait dit qu'elles voyaient leurs ex comme de simples distributeurs de billets. Elles étaient fières de ce qu'elles avaient réussi à obtenir lors des divorces. Elles se qualifiaient elles-mêmes de « femmes indépendantes », alors qu'elles dépendaient financièrement des hommes qu'elles avaient quittés. Je lui ai dit que ça me dérangeait de la voir fréquenter des femmes qui voyaient le mariage comme un business plutôt qu'un partenariat. Stéphanie les a défendues, disant que je ne comprenais pas la réalité de ces femmes. Elle riait même en me racontant des histoires sur la façon dont elles manipulaient leurs ex. Ce n'était pas du tout la femme que j'avais épousée. J'avais du mal à reconnaître celle qu'elle était devenue. Les choses ont atteint un point de rupture lors d'un appel particulièrement tendu. Stéphanie faisait l'éloge d'Amanda, disant que c'était une femme forte et indépendante parce qu'elle élevait ses enfants seule. J'ai laissé échapper un rire ironique, parce que je savais que tout le style de vie d'Amanda était financé par ses ex-maris. Ça a déclenché une dispute explosive, où des mois de frustration ont éclaté des 2 côtés. Stéphanie m'a accusé d'être jaloux de sa réussite et de ses nouvelles amitiés. J'ai rétorqué qu'elle avait abandonné sa famille pour un emploi et qu'elle était maintenant influencée par des personnes aux valeurs très discutables. L'appel s'est terminé sur elle suggérant qu'on se sépare. C'est là que j'ai craqué pour de bon. Je n'arrivais plus à contenir mes émotions. 6 jours ont passé sans aucun contact entre nous. Je me suis plongé entièrement dans les soins aux enfants et dans l'aide à mes parents, essayant de ne pas penser à l'état de mon mariage. Puis Stéphanie a appelé. Elle a dit qu'elle viendrait ce week-end avec les papiers du divorce. Quand elle est arrivée, une part de moi voulait encore me battre pour notre mariage, lui rappeler la vie qu'on avait construite ensemble. Mais en la regardant, je voyais une étrangère avec le visage de ma femme. La femme dont je suis tombé amoureux, qui a pleuré avec moi quand mon père a été diagnostiqué, qui m'a tenu la main à la naissance de nos enfants, cette femme n'était plus là. La procédure de divorce a été étonnamment simple.
Dans notre État, il n'y a pas de période d'attente, et nous sommes tombés d'accord sur la plupart des points sans grand débat. Je garderai la maison, et nous aurions la garde partagée des jumeaux, qui continueraient à vivre principalement avec moi, tandis que Stéphanie garderait les visites tous les 15 jours. Verbalement, nous avons aussi convenu que, le jour où nous vendrions la maison, nous partagerions équitablement le montant. Nous avons signé les papiers en moins d'une semaine. Expliquer tout cela aux enfants a été l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites dans ma vie. Ils ne comprenaient pas pourquoi leur mère avait déménagé, et maintenant, ils ne comprenaient pas pourquoi leurs parents n'étaient plus mariés. J'ai fait de mon mieux pour leur assurer que, Stéphanie comme moi, nous les aimions toujours profondément et que cela ne changerait jamais. Je ne sais pas s'ils m'ont cru. Après le divorce, notre routine est restée plus ou moins la même. Stéphanie venait toutes les 2 semaines et emmenait les enfants chez ses parents. De temps en temps, nous passions un peu de temps tous ensemble, juste pour le bien des garçons, mais la plupart du temps, nous évitions toute interaction directe. Les enfants étaient encore perdus, mais peu à peu, ils ont commencé à s'adapter à cette nouvelle réalité de faire des allers-retours entre 2 maisons. Pendant ces visites, j'essayais de me concentrer sur le positif, le traitement de mon père montrait des signes encourageants, les enfants s'en sortaient bien à l'école malgré le chaos à la maison, et j'arrivais à faire tourner la machine même si c'était sur le fil du rasoir. Mais chaque soir, après avoir couché les jumeaux, je m'asseyais seul dans le salon, entouré de photos de famille d'une époque plus heureuse, et je me demandais comment on avait pu en arriver là. Mise à jour 1. Cela fait maintenant 1 mois que le divorce a été officialisé, et j'essaie encore de m'adapter à cette nouvelle réalité. Les dernières semaines ont suivi le même rythme, m'occuper des enfants, aider mes parents, travailler, et tenter de garder tout en ordre. La seule vraie bonne nouvelle dans tout ça, c'est le dernier examen de mon père, qui a montré une amélioration minime, mais réelle. Mais hier soir, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'étais sur le point d'aller me coucher quand mon téléphone a sonné. C'était Stéphanie. Sur le moment, j'ai pensé que c'était au sujet des enfants, mais quand j'ai décroché, je n'ai entendu que des sanglots. Elle était en détresse totale, hystérique, incapable d'aligner une phrase cohérente. Il a fallu plusieurs minutes avant qu'elle se calme suffisamment pour pouvoir parler. Et ce qu'elle m'a dit m'a complètement bouleversé. Stéphanie m'a avoué qu'elle avait commis la plus grande erreur de sa vie en insistant pour divorcer. Elle a reconnu s'être complètement trompée sur toute la ligne, le travail, le déménagement, les nouvelles amies. Le poste qui semblait si prometteur était en train de s'effondrer. L'entreprise avait menti sur sa stabilité financière lors de l'embauche. Aujourd'hui, ils font d'énormes coupes salariales, et Stéphanie gagne à peine plus qu'ici, alors que le coût de la vie dans sa nouvelle ville est bien plus élevé. Mais ce n'est pas ça qui l'a poussée à m'appeler. Stéphanie a avoué qu'après le divorce, Amanda et ses amis l'avaient encouragée à reprendre les rencontres. Elle lui avait organisé des rendez-vous à l'aveugle et même aidé à créer des profils sur des applications de rencontres. Elle m'a avoué avoir eu plusieurs aventures sans lendemain qui ne lui ont laissé qu'un vide profond et un sentiment de honte. Aucun de ces hommes ne la faisait se sentir comme je la faisais se sentir, même lors de nos pires disputes. Quand elle se plaignait de sa solitude à ses amis, elle lui répondait que c'était une phase, que ça passerait, qu'elle devait juste rencontrer le bon. Mais Stéphanie a commencé à voir la vérité en face. Ces femmes n'étaient pas fortes ni indépendantes, elles étaient amères et manipulatrices, utilisant les hommes pour leur argent tout en prétendant être autonomes. Elle m'a dit à quel point nos enfants lui manquaient. Les quelques week-ends étaient loin d'être suffisants. Elle détestait retourner dans son appartement vide chaque dimanche soir. Elle regrettait notre maison, notre routine, même mes parents lui manquaient. Elle a compris, trop tard, que ce qu'elle avait jeté, ce n'était pas seulement un mariage, c'était toute une famille, un soutien que nous avions mis des années à construire. Pendant qu'elle se confiait, un tourbillon d'émotions m'envahissait. Une partie de moi voulait la consoler, lui dire que tout irait bien. Mais une autre, plus forte encore, se souvenait de tout ce qu'il s'était passé, les disputes, la manière dont elle avait caché le nouveau travail, les papiers du divorce remis sans prévenir. Je me souvenais de moi, essayant d'expliquer aux enfants pourquoi maman ne rentrerait plus à la maison. Quand elle m'a enfin demandé s'il y avait une chance de se remettre ensemble, si je serais prêt à envisager une réconciliation, je n'ai pas pu me contenir. Je lui ai dit qu'elle avait fait son choix quand elle avait accepté ce travail, puis de nouveau en me tendant les papiers du divorce. Je lui ai rappelé comment elle s'était moquée de mes inquiétudes pour mon père. Comment elle avait ri des histoires de ses amis manipulant leurs ex-maris. Et je lui ai dit que désormais, elle devrait chercher du soutien auprès d'Amanda et de ses « nouvelles amies »,
pas auprès de moi. Que les enfants et moi, on allait bien sans elle. Dans un moment de pure colère, j'ai même menacé de demander la garde exclusive juste pour la blesser. Puis j'ai raccroché. J'ai bloqué son numéro. Presque immédiatement, j'ai regretté la dureté de mes paroles, mais je n'ai pas réussi à la débloquer. Pendant des semaines, j'avais tout porté sur mes épaules, mon père malade, ma mère inquiète, mes enfants perdus. Et, pour une fois, je n'avais plus la force d'être l'adulte raisonnable. Le lendemain, j'ai reçu un appel des parents de Stéphanie. Ils ont toujours été gentils avec moi, même après la séparation. Son père n'a pas mâché ses mots, il m'a dit qu'il comprenait ma colère, mais que Stéphanie était dans un état déplorable. Qu'elle regrettait tout et pensait même à quitter son emploi et revenir, même sans garantie qu'on se remette ensemble. Il a ajouté que ma réponse ressemblait plus à une punition qu'à une vraie réponse. Ces mots m'ont frappé de plein fouet. Est-ce que j'avais été cruel pour rien? Est-ce que je voulais juste la punir pour tout ce qu'elle m'avait fait? Je n'ai pas de réponse claire. Tout ce que je sais, c'est que dans 2 jours, Stéphanie viendra pour sa visite bi-hebdomadaire avec les enfants, et je n'ai aucune idée de comment lui faire face après notre dernière conversation. Les jumeaux sont impatients de voir leur mère, complètement inconscients de la tempête entre nous. Je les ai vus faire des dessins pour elle, et je me suis demandé, quelle est la bonne chose à faire? Pas seulement pour moi, mais pour nous tous? Lors de ma dernière visite à mon père, il a remarqué que j'étais ailleurs, même dans son état affaibli. Sans poser de questions, il m'a juste rappelé quelque chose qu'il m'avait dit quand j'ai commencé à sortir avec Stéphanie. La vie est trop courte pour entretenir de la rancune, mais elle est aussi trop précieuse pour être partagée avec quelqu'un qui ne te valorise pas. Depuis ce jour, ces mots ne quittent plus mon esprit. Et me voilà maintenant, la veille de la visite de Stéphanie, en train d'essayer de décider comment avancer. Est-ce que je dois rester ferme dans ma décision de l'éloigner de notre vie? Dois-je prendre en compte ses regrets, et la possibilité d'une réconciliation? Ou me concentrer uniquement sur une bonne entente en tant que parent, pour le bien de nos enfants? Je ne sais pas ce que demain nous réserve. Mais, pour la première fois depuis des mois, je m'autorise à reconnaître que, il n'y a pas de réponse simple ici. Il n'y a ni méchant ni héros. Juste des personnes qui ont fait des erreurs, et qui essaient de comprendre comment avancer. Mise à jour 2. Stéphanie est arrivée hier pour passer le week-end avec les enfants. Dès qu'elle a franchi la porte, on pouvait voir qu'elle traversait une période très difficile. Ses vêtements pendaient sur elle, et de profondes cernes assombrissaient son regard. Les enfants ont couru pour l'embrasser, comme ils le faisaient toujours, mais même leur enthousiasme n'a pas suffi à masquer la tension dans l'air. Après les salutations, je pensais qu'elle allait emmener les petits chez ses parents, comme d'habitude. Mais à la place, elle m'a demandé si nous pouvions parler une fois qu'ils seraient couchés. J'ai accepté, bien que très à contre-séhur. La journée s'est déroulée lentement. Nous avons maintenu une façade de normalité pour les enfants, échangeant des informations de base sur l'école, les projets et les entraînements de football. J'en ai profité pour sortir et régler quelques affaires. Pendant que Stéphanie jouait avec les jumeaux, je dois avouer que j'étais soulagé de pouvoir fuir la maison pendant quelques heures. Quand je suis rentré, Stéphanie avait préparé le dîner. Quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis bien avant le divorce. Les jumeaux étaient ravis de retrouver un morceau de leur ancienne routine, bavardant sans arrêt pendant le repas. Stéphanie et moi, en revanche, avons mangé en silence. Après avoir couché les enfants, nous nous sommes assis à la table de la cuisine. 2 tasses de café entre nous, aucune n'a été touchée. Stéphanie a commencé par demander une chance de s'exprimer. Sa voix était ferme, mais basse, comme si elle luttait pour ne pas craquer. Ce qui a suivi fut l'une des conversations les plus honnêtes que nous ayons eues depuis des années. Elle s'est excusée pour son égoïsme des 2 dernières années. Elle a reconnu que nos problèmes de couple avaient commencé bien avant son offre d'emploi. Elle a admis avoir privilégié ses ambitions professionnelles au détriment des besoins de la famille, allant jusqu'à traiter mes inquiétudes pour la santé de mon père comme une gêne, au lieu d'une vraie crise. Elle a parlé du temps passé loin de nous. Du vide de son nouvel appartement. De la manière dont ses interactions avec ses collègues lui semblaient mécaniques, sans âme. Elle a avoué avoir tenté de sortir avec d'autres hommes, mais que chaque tentative ne faisait que souligner ce qu'elle avait perdu. Ce mode de vie tant vanté par Amanda et ses amis, passer d'une relation à une autre, utiliser puis jeter les gens, ne lui apportait aucun bonheur. Seulement des distractions temporaires pour masquer la solitude. Puis elle m'a dit quelque chose qui m'a pris de court, elle avait démissionné et revenait s'installer près des enfants.
Elle avait déjà trouvé un appartement, non loin de notre maison, et planifié plusieurs entretiens dans la région. Elle ne me demandait pas de reprendre la vie commune. Pas même de nous remettre ensemble. Elle voulait juste être de nouveau présente dans la vie des enfants. Elle a aussi évoqué ma menace de demander la garde exclusive. Sa voix a tremblé lorsqu'elle m'a supplié de ne pas aller dans cette direction. Elle a promis qu'elle serait une meilleure mère à l'avenir. Je l'ai rassurée que ces paroles avaient été prononcées sous le coup de la colère, et que, tant qu'elle restait engagée envers le bien-être des enfants, je n'avais pas l'intention de lui retirer ses droits. Lorsque la conversation touchait à sa fin, Stéphanie s'est excusée encore une fois. Elle m'a dit que j'étais un homme bien, et qu'elle allait tout faire pour devenir une meilleure personne, pas seulement pour les enfants, mais pour elle-même. Ces mots avaient un goût doux amer. Une partie de moi aurait voulu qu'elle réalise tout cela quand nous étions encore mariés, avant que tant de dégâts soient causés. Elle est partie peu après, emmenant les jumeaux dormir chez ses parents, comme nous l'avions convenu. Je suis resté là, dans l'embrasure de la porte, à regarder sa voiture disparaître au bout de la rue, et j'ai ressenti quelque chose d'inattendu, un sentiment de clôture. La colère qui me rongeait depuis des mois semblait s'être dissipée. À sa place, un calme silencieux. L'acceptation de notre nouvelle réalité. Le lendemain, lorsqu'elle a ramené les enfants, notre interaction a été civile, même chaleureuse par moments. Nous avons discuté de choses pratiques, son déménagement, comment en parler aux enfants, comment gérer la transition. Pour la première fois depuis la séparation, j'ai senti que nous mettions vraiment les enfants en priorité, au lieu de les utiliser comme des pions dans notre conflit. Avant de partir, Stéphanie a mentionné qu'elle avait coupé les ponts avec Amanda et les autres amis qui l'avaient poussée au divorce. Elle ne les blâmait pas pour ses choix, elle assumait l'entière responsabilité de ses actes, mais reconnaissait à quel point leur influence avait déformé sa façon de penser et ses priorités. Ces derniers jours, j'ai beaucoup réfléchi à tout cela. Je ne sais pas si je pourrais un jour refaire pleinement confiance à Stéphanie. Et, honnêtement, je ne sais pas si une réconciliation serait la meilleure voie pour nous. Mais je sais que la colère que je porte m'a fait du mal. Elle a affecté ma santé, mon humeur, ma présence auprès des enfants et de mes parents. L'état de mon père s'est stabilisé, bien que les médecins nous aient rappelé que la leucémie est imprévisible. Le voir se battre pour vivre remet beaucoup de choses en perspective. La vie est trop courte pour entretenir la rancune trop longtemps, même quand la blessure est réelle. Pour l'instant, je veux me concentrer sur une coparentalité saine. Les enfants méritent ça, deux adultes capables de collaborer pour leur bien, même s'ils ne sont plus mariés. Ce ne sera pas facile. Il y aura des rechutes, c'est certain. Mais, pour la première fois depuis longtemps, j'ai l'impression que nous avons fait un pas dans la bonne direction. Mise à jour 3. 4 mois se sont écoulés depuis ma dernière mise à jour et beaucoup de choses ont changé depuis. Stéphanie a vraiment tenu parole, elle est revenue s'installer ici, a quitté son ancien emploi, a trouvé un appartement à environ 15 minutes de chez nous et a décroché un poste dans une entreprise de marketing locale. Le salaire est inférieur à ce qu'elle gagnait avant, mais la proximité lui permet de passer plus de temps avec les enfants. Nous avons établi un nouveau mode de garde, les jumeaux partagent désormais leur temps équitablement entre nous deux, en alternant chaque semaine. La transition a été plus fluide que je ne l'imaginais. En fait, les enfants semblent apprécier le fait d'avoir deux maisons. Ils voient cela comme une sorte d'aventure et non comme une rupture. Ils sont bien plus résilients que je n'aurais jamais cru. Les parents de Stéphanie et moi nous sommes enfin réconciliés. Ils sont même allés jusqu'à s'excuser pour la façon dont ils étaient intervenus lors de cet ancien appel. Ils ont expliqué qu'ils avaient agi par inquiétude pour leur fille, sans vraiment comprendre la situation. Depuis, ils nous soutiennent énormément tous les deux, et nous aident beaucoup avec les enfants quand nos emplois du temps se chevauchent. Quant à Stéphanie et moi, notre relation reste cordiale, mais on ne peut pas dire qu'elle soit amicale. Nous communiquons efficacement au sujet des enfants et des questions pratiques, mais nous ne partageons plus rien de personnel, ni ne passons de temps ensemble en dehors de ce qui concerne la parentalité. Il n'y a plus d'animosité entre nous, juste une reconnaissance silencieuse que nos chemins ont divergé. La santé de mon père s'est nettement améliorée. Il est en rémission. Les médecins restent prudents et évitent d'utiliser le mot « guéri », mais il a retrouvé beaucoup d'énergie, a repris la plupart de ses anciennes activités, et profite de chaque moment avec ses petits-enfants. Le voir se rétablir a été le plus beau cadeau de tout cela. J'ai également commencé à faire quelques changements dans ma propre vie. Avec plus de temps libre pendant les semaines où les jumeaux sont chez leur mère, j'ai rejoint un groupe de bénévoles dans la communauté.
Cela m'a permis de sortir de chez moi et de rencontrer de nouvelles personnes, ce qui a été un vrai soulagement après tous ces mois de solitude. Cette maison qui me semblait autrefois trop vide sans Stéphanie et les enfants, est désormais un lieu qui m'appartient vraiment. J'ai déplacé les meubles, repeint les murs, personnalisé chaque coin à mon goût. Quand les enfants sont là, la maison est pleine d'énergie et de chaos. Et quand ils sont chez leur mère, le silence qui me faisait autrefois mal est devenu un refuge de paix, et non plus un rappel de ce que j'ai perdu. Stéphanie reste éloignée d'Amanda et de ses anciennes amies de la ville. Lors d'un échange des jumeaux, elle a mentionné qu'Amanda avait tenté de reprendre contact à plusieurs reprises, mais qu'elle avait refusé. Elle l'a dit sans drame, sans fierté, juste comme une simple mise à jour sur une connaissance commune. Nous n'avons eu qu'une seule conversation plus délicate, à propos de la vente de la maison. C'était un accord verbal que nous avions passé lors du divorce. Après de longues discussions, nous avons décidé de reporter toute décision pour le moment. La stabilité de garder la maison où les jumeaux ont grandi nous semble plus importante que n'importe quel bénéfice financier. Regarder en arrière sur l'année écoulée semble irréel. Un mariage s'est terminé. Un père a failli mourir. Nos vies ont été bouleversées. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, nous avons tous, moi, Stéphanie, les jumeaux, mes parents, retrouvé un nouvel équilibre. Ce n'est pas parfait. Ce n'est pas ce que nous avions prévu. Mais ça fonctionne, et c'est de plus en plus supportable. Je ne vais pas prétendre qu'il n'y a plus de jours difficiles. Voir les jumeaux partir pour une semaine fait encore mal. Les fêtes et les anniversaires ont une saveur différente maintenant. Et parfois, tard dans la nuit, je me surprends à regarder de vieilles photos de famille, à imaginer cette version de la vie où tout aurait fonctionné. Mais ces moments deviennent de plus en plus rares avec le temps. Aujourd'hui, je me concentre sur le présent, aider aux devoirs, aller au match de foot, préparer les repas, rendre visite à mes parents. Les routines du quotidien, qui me semblaient autrefois irréparablement brisées, sont revenues, sous de nouvelles formes. S'il y a une chose que j'ai apprise à travers tout cela, c'est que la vie suit rarement le scénario qu'on avait en tête et que les gens agissent rarement comme on l'imaginait, y compris nous-mêmes. Le mieux que nous puissions faire, c'est nous adapter. Ne pas porter les erreurs du passé comme un fardeau éternel. Et se rappeler qu'il existe toujours plusieurs versions d'une même histoire. Pour l'instant, je continue un jour à la fois. En construisant une vie qui fonctionne pour moi et pour mes enfants. En trouvant des moments de joie là où je peux. Et, autant que possible, en regardant vers l'avenir et non vers le passé. Commentaire Monsieur Reddit. Cette histoire montre à quel point la vie peut être imprévisible et pleine de rebondissements. On ne peut pas toujours réparer ce qui a été brisé, mais on peut apprendre, évoluer et aller de l'avant avec plus de maturité. J'admire le fait que deux personnes aient su mettre leur orgueil de côté pour se concentrer sur ce qui compte vraiment dans ce cas, leurs enfants. Cela n'efface pas le passé, mais prouve qu'il y a encore de la place pour le respect, l'empathie et le changement. Et vous, qu'avez-vous pensé de ce parcours? Auriez-vous agi différemment? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires et de discussions intrigantes. Et n'oubliez pas d'écouter notre podcast pour plus d'histoires inspirantes comme celle-ci, le lien est dans la description et dans la carte à l'écran. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.